tous, bienvenue. Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour certains et certaines. Alors aujourd'hui, la semaine dernière, on est parti loin avec des héroïnes qui découvraient le monde. Aujourd'hui, l'idée va être de se recentrer et le thème du jour, c'est l'introspection chez soi et en soi, avec deux auteurs français, enfin francophones, libre lecture, donc avec une introspection. Comment être chez soi et quel est l'art d'habiter chez soi? Et pour cela, on va voyager avec ce livre que je vous représenterai plus précisément à la fin, bien sûr. Mona Chollet, chez soi et l'art d'habiter en soi avec un monsieur qui s'appelle Charles Julier, qui est un monsieur qui écrit plein de choses, je vais vous expliquer. Et donc, on va être à la fois chez nous, dans le sens de l'habitat, et chez nous, dans le sens de notre être intérieur. On débute avec cet opus qui s'appelle Chez soi, une odyssée de l'espace domestique. Je vous présente donc Mona Chollet, une femme de 47 ans, qui est suisse, qui vit en France, qui est journaliste, qui est rédactrice en chef du Monde diplomatique, et qui est aussi essayiste. Alors Mona Chollet, peut-être en avez-vous entendu parler cette année et l'année dernière particulièrement, elle a publié un livre qui a été un succès incroyable pour un essai qui s'appelle « Sorcière, la puissance invaincue des femmes ». Et l'opus qu'elle avait écrit auparavant s'appelle donc « Chez soi, une odyssée de l'espace domestique », dont je vais vous présenter un peu la teneur dans sa première partie de cet opus, parce que le second est dédié à la femme dans son rôle de foyer, de femme au foyer ou de femme travaillant au foyer, et donc plus à l'espace domestique des femmes. Donc ça, j'y reviendrai une autre fois quand on se reverra. Et pour l'instant, on va rester sur l'habitat aujourd'hui. J'ai voulu commencer par ça parce que, quel que soit notre habitat, notre mode de vie durant ces quasiment 2 mois de confinement, nous avons vécu une chose qui est effectivement sans précédent dans l'histoire, qui est d'avoir été dans une expérience proche de celle que l'ont pu rechercher certains ermites ou des solitaires, ou une situation qui est imposée par la vie pour des personnes malades ou des personnes âgées qui ne peuvent plus se déplacer, c'est-à-dire que nous avons été confinés chez nous. Et nous sommes restés chez nous avec très peu d'interactions sociales, inédites. Et dans ce livre de Mona Chollet, qui est bien sûr écrit avant le confinement, donc c'est un livre incroyable quand on regarde ce qu'on a vécu tous ensemble, elle démarre par un postulat qui est en gros, dans le monde occidental, rester chez soi, c'est ringard. Voilà, ça ne se fait pas. On va dehors, on a des activités, on rencontre des gens. Et je vous cite une phrase qu'elle écrit dans le début de son opus qui est « L'univers domestique ne ferait naître que des images peu glorieuses de repli de soi, frileux d'avachissement devant la télévision, en pantoufles Mickey et d'indifférence résolue au monde. » Effectivement, quand on est chez soi, on regarde à l'extérieur, mais de chez soi. Et donc, qu'est-ce qu'être chez soi, si ce n'est traîner, dormir, rêver, rêvasser, créer, jouer, jouir de sa propre compagnie et de celle de ses proches, jouir tout court, préparer et déguster des plats qu'on a cuisinés. Voilà. Et ce qui est très intéressant dans cet opus de Mona Chollet, c'est que Mona Chollet est une femme extrêmement cultivée
qui a l'art de mettre des ponts et des liens entre des univers très différents. Donc, elle utilise la philosophie, la sociologie, l'architecture, la décoration. Elle utilise la presse, elle utilise des essais, elle utilise des films, de la musique ou même des séries pour essayer de faire sens et de donner du sens à des notions qu'elle développe. Ainsi, ce qui m'a frappée à la lecture de ce livre, la première fois que je l'ai lu, j'ai adoré cette façon qu'elle a de nous sortir de préjugés binaires qui seraient sortir c'est bien et rester chez soi c'est mal. Voilà. Et pour ceux qui aiment rester chez eux, je parle hors période du confinement, on va y revenir sur ça, eh bien, c'est un dédouanement extraordinaire pour ceux qui aiment être chez eux. Alors, Mona Chollet va parcourir des thèmes différents dans cette première partie de Chez soi. Elle va d'abord évoquer les écrivains voyageurs, parce que justement, ceux qui se déplacent ne sont pas ceux qui restent chez eux. Elle va évoquer, à contrario, les écrivains et les peintres qui travaillent chez eux. Elle va évoquer des préceptes et des fondements aussi de notre société que sont la politesse et la bienséance. Et donc, peut-on refuser une invitation à dîner parce qu'on est mieux chez soi? On peut et on va le faire. Mais va-t-on le dire? Et va-t-on oser le dire? Que l'on ne va pas sortir parce qu'on serait mieux chez soi. Elle cite Sénèque qui dit « Personne ne revendique le droit à soi-même. On est parcimonieux s'il s'agit de garder intact son patrimoine, mais quand il s'agit de perdre son temps, on est prodigue dans le seul domaine où l'avarice compte. » Pas mal. Alors, voilà. Nous avons le droit à des plages de lenteur, de recul, de retrait, de quant à soi. Et ce qu'elle propose, c'est une lecture très avantageuse de ceux qui aiment rester chez eux, qui serait que ce n'est pas un état productif ou improductif, ce serait de rester chez soi, ce serait un état fécond. Et je trouve la formule magnifique. C'est fécond. C'est ni productif ni improductif. Et elle va ainsi nous développer diverses pensées, et notamment, qu'est-ce que cet art de vivre que l'art d'habiter chez soi? Donc, elle cite pas mal d'architectes, c'est le cas avec ce monsieur, Ivanovitch. Elle va aussi évoquer ce qui rentre chez nous aujourd'hui, c'est-à-dire l'informatique et donc Internet. Elle va évoquer le déferlement intérieur chez soi des réseaux sociaux, de ce qu'elle appelle même l'infobésité, qu'elle elle-même ressent, cette propension et cette envie, cette appétence que nous avons de l'extérieur qui va venir à travers la boîte. C'est est-ce que mon cerveau d'avant Internet est le même? Eh bien non, vraisemblablement notre cerveau n'est plus le même. Et est-ce que le net est une façon de combattre la solitude ou bien au contraire de s'en défaire? Donc elle va aussi évoquer ce genre de choses. Et puis elle va évoquer une chose, à mon sens fondamentale, c'est que vivre chez soi, l'art de l'habitat, nécessite un présupposé qui est d'avoir un habitat. Et ainsi, elle cite cet homme, Christophe Alexander, qui est aussi un architecte. Si une personne ne dispose pas d'un territoire propre, attendre d'elle qu'elle apporte une contribution à la vie collective revient à attendre d'un homme qui se noie qu'il en sauve un autre. Assez extraordinaire. Effectivement, comment peut-on habiter quand on n'a pas d'espace? On n'a pas de chez soi. On le sait, les gens vivent dehors. Donc, Mona Chollet va évoquer un moment aussi ce précepte, enfin cette réalité plus exactement, qui est que comment puis-je être bien si je n'ai pas de chez moi? Elle parle de la maison comme un second vêtement, la maison qui protège, la maison qui dissimule du regard des autres, car vivre à l'extérieur, c'est vivre au regard des autres.
Elle va parler aussi du sommeil, le droit à des nuits sereines. Et elle va citer quelques chiffres, dont un seul que je vais vous citer, c'est qu'en 1980, en France, le revenu moyen qui était consacré à l'habitat représentait 13% des revenus et l'alimentation 25%. Ce rapport s'est complètement inversé en 2010, c'est-à-dire qu'on consacre 25% de ses revenus en moyenne et 13% à l'alimentation. Ainsi, on ne peut faire l'écueil de parler de l'habitat, de bien habiter, d'habiter. Qu'est-ce que c'est qu'habiter à Hong Kong dans une minuscule chambre d'hôtel ou à Singapour? Et puis, est-ce que c'est bien d'habiter dans des petits espaces ou des grands espaces? A-t-on besoin de grands espaces? Elle évoque les tiny houses, c'est cette mode qu'on peut avoir de la toute petite maison qui se déplace dans l'environnement. Et puis, elle va aussi évoquer les enfants. C'est pour ça que je vous ai mis cette photo de Diane Arbus. Diane Arbus était une photographe américaine qui a beaucoup photographié les freaks et des personnes un peu étranges. Et donc, ici, nous avons la photographie d'un géant qui est contraint chez ses parents par un habitat trop petit pour lui. Et elle parle donc avec justesse de comment est-ce que des enfants sont élevés dans des habitats étriqués et comment peut-on s'élever et s'éduquer et penser et bouger, se déployer dans un habitat étriqué. D'où l'importance fondamentale du logement. Et il est vrai que peut-être avez-vous ressenti ça pendant le confinement, quelle que soit notre forme d'habitat que nous avons pu avoir personnellement, ne nous sommes-nous pas sentis à un moment étriqués par nos pensées étriquées dans le fait de ne pouvoir nous déployer comme nous le souhaitions. Mona Chollet va aussi évoquer un autre sujet important sur qu'est-ce qu'être chez soi, c'est la notion du temps, le temps qui passe. Est-ce qu'il n'est pas temps pour chacun de faire une retraite? Est-ce que la fameuse chambre évoquée par Virginia Woolf, qui parle d'une chambre à soi pour les femmes, ce chez soi, finalement, n'est-ce pas ce que nous avons de plus profond? Et puis, le temps de la discipline, le temps des horaires, le carcan même qu'elle évoque, la cloche qui va sonner à l'église au Moyen-Âge, à la Renaissance pour le temps qui passe, et puis l'apparition des horloges et des sonneries à l'usine pour quadriller ce temps, voire nous le confisquer, c'est une vraie question, et puis l'école et le temps saucissonné. Et puis ce temps, il est tellement quadrillé que le moment où on peut s'en échapper, c'est nécessaire. Et donc, c'est les fameuses vacances. Et là, elle revient finalement au mot original des vacances au pluriel, à la notion de vacances au singulier, être disponible à être dans la vacance de ce qui peut se produire. Et ainsi, finalement, ce temps quadrillé toute l'année, c'est que l'explosion des vacances permet cette libération du temps. Et elle évoque aussi le tourisme de masse qu'on connaît maintenant, qu'on a beaucoup évoqué pendant le confinement, prendre des avions pour aller 3 jours ci, 4 jours là. Eh bien, finalement, cela atteint le monde, puisque le développement, on le sait, de l'aviation et donc de la multiplicité des vols aériens est loin d'être étranger aux problèmes écologiques qu'on connaît. Et du coup, ça a des ravages sur la planète, évidemment. Et finalement, si j'habitais bien chez moi toute l'année, sans être en apnée, comme elle le dit elle-même, sans respirer, sans sensorialité, eh bien, ferions-nous autrement et vivrions-nous autrement nos vacances? Et puis, elle évoque aussi une chose qui est drôle, je trouve, c'est drôle. C'est cette façon qu'on a depuis quelques décennies d'optimiser le temps. Enfin, on l'a optimisé dans les usines, on l'optimise au travail, on l'optimise chez soi, c'est-à-dire cette espèce d'injonction à rendre notre temps productif, tout le temps, pour tout. Et elle cite notamment un spécialiste du management qui s'appelle Zilbertsan
et qui parle de cette fameuse nécessité pour les cadres, notamment, de toujours déjeuner à l'extérieur avec des collègues ou des personnes à rencontrer pour développer son réseau. Et lui, il dit, mais à un moment, on arrête, c'est bien de déjeuner seul ou d'être au calme et de ne pas toujours être dans un... Voilà, j'ai du temps entre midi et demi et 1h30, je ne suis pas obligée de déjeuner. C'est ce que vous faites là, puisque vous êtes en train de déjeuner avec la littérature. Voilà, perdons notre temps. Et donc, toutes ces questions aussi liées à la planète, et donc la façon que nous avons, nous, hommes modernes, d'optimiser le temps, l'espace, la nature, comme si c'était notre propriété, et comme si c'était une ressource qu'il fallait user et valoriser constamment. Voilà un peu toutes ces notions qu'évoque Mona Chollet. Bien sûr, tout n'y est pas, comme ça vous donnera envie de découvrir. Je me permets de préciser que ça se lit extrêmement facilement. C'est une écriture fluide, absolument pas abscon, avec des termes simples, des références que nous pouvons avoir ou ne pas connaître. Ça passe vraiment comme une lettre à la poste. Et Mona Chollet conclut son livre sur l'univers de Charlotte Perriand. Charlotte Perriand a été une très grande architecte de l'époque de Le Corbusier, avec qui elle a collaboré. Pour ceux qui peut-être ont visité le pavillon Le Corbusier à Marseille, le mobilier a été imaginé, conçu par Charlotte Perriand, mais qui n'était pas que décoratrice, entre guillemets, ou inventrice de meubles. Elle a dessiné des espaces. Ici, c'est un chalet dans la montagne qu'elle a complètement conçu, magnifique, et elle a été inspirée extrêmement par le Japon, dans lequel elle a séjourné longuement. Et elle a été frappée, vous savez, au Japon, les habitats sont petits, pas forcément dans les grandes villes, et les espaces sont cloisonnables, et on peut ouvrir une pièce qui va servir de chambre le soir, la nuit, et la journée va devenir le salon. Et donc, coulissant, on peut fermer une porte, en ouvrir une autre, il y a des coffrets pour placer des choses et les ranger, et ainsi retrouver de l'espace chez soi. Et ce qu'elle avait constaté au Japon, elle a été frappée que l'habitat ne cherchait pas à une forme d'apparence et de paraître aux yeux du monde, et donc par exemple d'étaler sa richesse ou son opulence, mais bien de remettre l'homme en harmonie avec son environnement et aussi avec lui-même. Donc c'est une jolie conclusion. Et puis cette image, pour terminer sur cette aventure de chez soi, cette image, c'est un peintre inconnu, mais qui a appartenu à la collection d'André Breton, qui était un surréaliste, qui a écrit dans les années 30, 40, 50. Et elle aime beaucoup cette image, cette peinture, qui symbolise pour elle l'habitat et le chez-soi, où on est bien, où on est sécurisé, protégé, et en même temps, ça laisse toute l'imagination possible. On est surélevé, donc on peut contempler le monde. Voilà, c'est une forme de symbole de ce qui a été l'initiative de sa pensée sur comment habiter chez soi, comment bien l'habiter chez soi, comment apprécier d'être chez soi. Voilà pour la partie chez soi. Et nous allons maintenant aller chez nous, mais chez nous, non pas dans notre habitat, mais dans notre nous intérieur et notre habitat intérieur, avec ce grand homme, Charles Julier, dont vous voyez la photo ici. Charles Julier est un de mes auteurs de chevet au sens propre du terme. Charles Julier, il y a toujours chez moi un livre de Charles Julier au bord de mon lit, prêt à être pris pour le moment de joie ou de tristesse et de trouver des mots pour apaiser ou le cœur ou l'esprit. C'est un grand homme qui a une écriture simple, très sobre. C'est un homme qui va à l'essentiel. C'est un homme qui a été très tourmenté, qui a énormément écrit et qui est un grand sage, je trouve. Alors, Charles Julier, il faut comprendre sa vie pour comprendre, enfin, il faut connaître un peu de sa vie pour comprendre son écriture. Charles Julier est un homme toujours vivant, gaillard, né en 1934 dans une famille extrêmement pauvre et surtout atteinte par de nombreuses souffrances
il a en fait dû être abandonné par sa mère biologique, qui a été placée en hôpital psychiatrique, donc dans les années 30, qui en est morte 10 ans après, pendant la Deuxième Guerre mondiale, morte de faim. Parce qu'à l'époque, pendant la guerre, on a très maltraité les personnes qui étaient internées et on les a notamment pas nourries. Ainsi, il quitte sa mère biologique. Il est placé dans une famille de paysans qu'il a éduqués, aimés, en Suisse, où il garde les vaches jusqu'à 12 ans. Et à 12 ans, il est envoyé dans une école que l'on appelle enfant de troupe, c'est-à-dire une école militaire. Ça se pratiquait beaucoup à cette époque-là. Ce sont des choses issues de l'univers napoléonien, c'est-à-dire donner la chance à tout petit Français qui n'en a pas les moyens d'être éduqué, mais d'être éduqué quand même militaire. Et donc, on va quand même servir un peu à quelque chose dans la société. Donc, il est envoyé comme enfant de troupe dans une école à Aix-en-Provence et il découvre donc l'écriture, la littérature, bref, un bouleversement. Il découvre la vie sociale, le dortoir. Il découvre aussi la cruauté. Les écoles militaires, comme vous pouvez l'imaginer, ce n'est pas tendre. À l'issue de ce collège et lycée, il va entamer des études de médecine qu'il va abandonner au bout de quelques années pour se consacrer intégralement à l'écriture. Donc là, il fait un saut dans le vide exceptionnel. Il va traverser des années de très grande souffrance intérieure et de longues dépressions, très longues, c'est-à-dire qu'il va écrire pendant des années sans publier, pendant 15 ans. Courageux. Et il est tenace, il persévère. Et puis, il commence à être publié. Il a aussi... donc, il a écrit... Il a quasiment 100 bouquins à son actif. Il écrit des poèmes. Il écrit des textes sur des peintres ou des artistes. Donc, il a écrit sur Beckett. Il a écrit sur Bram van Velde, qui est un peintre. Il a écrit un très joli livre sur Giacometti. Il a écrit sur Fabienne Verdier, qui est une peintre calligraphe. Bref, il écrit de tout et il écrit notamment, donc là, je vous présente Apaisement, qui est le tome 7 de son journal. Son journal étant un recueil de pensées, de personnes qu'il rencontre, de textes qu'il écrit, d'articles de journaux qui lui évoquent des idées. Alors, pourquoi Charles Julier dans cette période? D'une part, parce que pour moi, il est référent, mais Charles Julier, c'est un peu un auteur du manuel de survie. Il a toujours une phrase pour un moment où vous êtes en survie. Ou moi, en tout cas, je me sens en survie. Donc, je peux être en survie émotionnelle, en survie physique ou en survie spirituelle. Eh bien, il a toujours le bon mot. Je ne sais pas comment il fait. Si je pense que c'est pour comment il fait, c'est que c'est un homme qui est allé au plus profond de lui-même. Alors, j'ai choisi un peu des extraits de son journal. Et puis, le second livre, qui est un tout petit livre magnifique, qui s'appelle Dans la lumière des saisons, vraiment un tout petit livre de 50 pages. C'est un roman épistolaire, c'est pas un roman, pardon, c'est un livre épistolaire. Il écrit 4 lettres à une femme qui est à l'autre bout du monde et lui écrit une lettre à chaque saison. Et donc, ça évoque ses lectures, son écriture, ça évoque des réflexions intérieures et aussi la nature qu'il décrit magnifiquement. Alors, chez Charles Julier, la vie intérieure, elle est extrêmement présente tout le temps, dans toute son œuvre. Et Charles Julier, c'est vraiment l'accès à soi. Je vous mets une de ces citations que j'ai trouvées dans son journal Apaisement. L'important est d'avoir accès à son intériorité. Seul vit cette expérience celui qui en éprouve l'exorbitante nécessité. Effectivement, ça ne va pas de soi, parfois, d'aller dans son être intérieur et de regarder en soi, parce que c'est pas toujours super beau, c'est pas tout à fait comme on aimerait, ou bien c'est très effrayant, c'est très angoissant, la solitude. Alors, c'est vrai, il me semble qu'il a raison sur cette nécessité. Et puis, Charles Julier, c'est cette capacité justement à aller à la rencontre de soi. Et donc, si nous ne nous rencontrons pas, si nous ne nous confrontons pas à notre réalité interne, si nous n'entrons pas en possession de l'intégralité de ce que nous sommes, nous vivons en porte-à-faux.
Il y a chez lui une intégrité de la pensée qui est « regarde en toi, regarde qui tu es, n'aie pas peur, sonde-toi, regarde tes tréfonds, même si c'est moche. N'aie pas peur de la retraite. Qu'est-ce que c'est le silence? Va marcher dans la nature. Sois présent à toi-même. Sois toi-même. Que peut-on comprendre de nous lorsqu'on est seul? La quête de soi, une véritable aventure. À la fois de la justesse, se connaître intégralement, profondément. Intégralement peut-être pas, en tout cas pendant toute une vie, c'est un processus. C'est l'art du dépouillement. Charles Julier, quelqu'un a dit de lui que c'est un arpenteur lucide. Il est vrai que c'est un homme qui écrit beaucoup en marchant. Il arpente la nature et il est lucide, effectivement. C'est un homme qui vraiment est sans concession. Et je trouve que dans notre société, c'est assez rare. Et il a une vérité en lui dont il fait profiter les autres. Et parce qu'il a vécu l'horreur intérieure, eh bien, il est capable de l'expliquer, de mettre des mots et de montrer aussi qu'un jour, tout n'est pas noir et que la lumière arrive. Donc cette intériorité, pour lui, il le dit, c'est à la fois l'objet d'une quête merveilleuse et d'une souffrance. Et alors, ça m'a rappelé une phrase qui apparaît dans les films de François Truffaut, dans 2 de ses films, notamment dans Le Dernier Métro et dans La femme d'à côté, pour les cinéphiles. Truffaut fait dire à ses personnages plutôt, l'amour est une joie et une souffrance. Eh bien, Charles Julier dit ça autrement. Il dit l'intériorité, c'est une quête et une souffrance. Et c'est aussi une joie. Alors, écoutons ce qu'il conseille, notre voix intérieure. Et ainsi, par rapport à cette période que nous venons de vivre, je vais vous citer 3 passages dans La lumière des saisons. Il évoque l'attente. Parce que ça, je pense que nous l'avons connu dans la vie, mais là, particulièrement avec le confinement. L'attente. Avez-vous connaissez-vous l'attente? Cette attente qui, pendant des années, n'a cessé de me ronger, m'a empêché de participer, a frappé d'inanité cela même qui aurait dû me contenter. Si vous saviez dans quel désert elle m'a fait vivre, rien de ce qui se proposait à moi n'était à la mesure de ce dont j'avais soif, et que pouvais-je bien attendre? Ce qui est susceptible de répondre à cette attente ne peut venir que de l'instant. Cet instant qui est là, en avant de nos pas, et qui s'offre à notre convoitise. Et parfois, nous le trouvons trop gris, trop banal. Combien nous nous trompons. À tout moment, la vie abonde, ruisselle, irrigue ce quotidien auquel nous ne savons pas nous arrêter. C'est du plus ordinaire que filtrer l'eau de la source. Il évoque aussi l'ennui. L'ennui, un ennui que rien ne vient distraire, est la conséquence de cette attente qui se vit dès l'origine comme devant être immanquablement déçue. Dès l'adolescence, j'ai su lire sur des visages et dans des regards cette forme d'ennui où s'exprime la souffrance du manque fondamental. Il évoque dans d'autres textes aussi le silence, l'attente, l'ennui. C'est un homme qui a été capable pendant des années de rester des après-midi entières sans rien écrire, tout en persévérant. Il faut quand même avoir un sacré courage intérieur pour vivre cela, je trouve. Un autre passage, un autre extrait, sur le silence, justement. Le silence est promesse de vie et c'est pourquoi à prendre conscience de celui qui règne ici. Je me sens gagnée par un profond bien-être, une confiance, le pressentiment que des heures pleines me seront accordées. De brusques embardées se produisent
et quelle fantastique distance on se trouve parcourir à l'intérieur de soi en quelques secondes. Mystère de cet inconnu qui se présente et dont les changeants visages me conduisent de surprise en émerveillement. Peut-être avez-vous déjà pratiqué l'expérience de la méditation. Je sais que nombreuses personnes qui suivent l'Institut Fontaine, puisque avec les séances que Date Fan propose régulièrement toutes les semaines et puis les formations, il me semble que quand on s'exerce à pratiquer la méditation, il arrive parfois qu'on ressente justement cette multiplicité de choses qui se passent en à peine une fraction de seconde. Et il me semble que Charles Julier décrit bien cet état qu'on peut éprouver parfois dans la méditation avec le silence. Et puis Charles Julier évoque aussi, je vous l'ai dit magnifiquement, la nature. Alors, ce passage avec cette image pour nous replonger. Au bas de la montagne, après une descente aveugle qui m'avait paru durer des heures, j'ai débouché dans une clairière. Aussitôt, j'ai éprouvé une sensation d'intense bien-être. J'étais délivrée, libérée, avait retrouvé la lumière, échappée à la nuit, aux menaces, aux dangers, et je ne me souciais pas de savoir comment j'allais remonter. La joie qui me possédait effaçait tout. Un peu plus tard, j'ai perçu un bruit très doux, un murmure étouffé. J'ai marché dans cette direction. Une source était là, et au pied du rocher, l'eau qui lentement s'écoulait luisait au soleil. Je me suis agenouillée et plongé mon visage en feu dans la fraîcheur de cette eau claire, et à ample goulée, j'ai longuement bu. La nature, l'introspection, et puis la description de petits moments fugaces de nature, justement comme ce poème pour conclure sur l'œuvre de Charles Julier, ces chants d'oiseaux au petit matin, en ce jour de printemps, la vie qui exulte, soudain, traversée, soulevée par cette allégresse. Charles Julier et Mona Chollet évoquent bien sûr des choses différentes. Comme je vous le disais en introduction, il y a notre habitat, notre chez-soi, qui peut être étriqué ou large. Et j'ai eu envie de vous parler de ce livre de Mona Chollet suite à cette période de confinement. Bien sûr, je pense que quel que soit notre habitat, il me semble que nous avons tous réfléchi à l'endroit où nous vivions. Jardin par jardin, balcon par balcon, petit, grand, seul, à plusieurs. Ça change évidemment notre façon de le percevoir. Et certains, j'ai lu beaucoup de témoignages sur la presse et dans la presse, les réseaux sociaux, de personnes disant j'ai redécouvert ma maison, redécouvert mon jardin. D'autres, j'ai rangé, j'ai trié. D'autres, j'ai cuisiné. D'autres, j'ai rêvassé. D'autres, je me suis ennuyée. Je n'ai pas vu le temps passer, ou bien au contraire, j'ai vu le temps passer très longuement. Nous avons, je crois, tous eu des sensations de temps qui se compressaient et qui se dilataient. Et une question, par exemple, qui, moi, m'a taraudée pendant que j'étais confinée, dans un endroit très agréable, mais néanmoins, cette restriction de circulation à 1 kilomètre pour aller faire du sport, moi, m'a beaucoup contrainte. Et à un moment, j'ai eu la sensation d'être contrainte dans mes pensées parce que je ne pouvais pas aller où je voulais. Et donc, je m'étonnais de cette façon de ressentir les choses parce que j'avais quand même la faculté, la chance d'habiter dans un endroit très agréable.
Et puis, j'ai pensé à un monsieur chinois, Gu Meisheng, qui a été un très grand maître d'art martial, dont j'ai lu les mémoires. Et ce monsieur, Gu Meisheng, explique. Gu Meisheng a été emprisonné de longues années pendant Mao parce qu'il pratiquait le tai chi. Et il explique magnifiquement qu'il n'a jamais aussi bien pratiqué que dans sa cellule. Alors, force de l'esprit de Gu Meisheng, que je suis loin d'atteindre, sagesse de Gu Meisheng. Et du coup, voilà, cette question m'a beaucoup occupée pendant le confinement entre peut-on penser grand et vivre bien dans une restriction? Et puis aussi, pour revenir à Charles Julier, qui est donc le pendant, à mon sens, de l'habitat chez soi et l'habitat en soi, la lenteur que nous avons pu ressentir peut-être, ou l'accélération du temps, la contemplation, l'ennui profond, et puis sans doute par moments la nécessité de se confronter à soi. Bien sûr, encore faut-il avoir cette faculté, parce que je sais que beaucoup de familles n'ont pas eu cette faculté d'avoir du temps à soi. Et surtout, en tout cas, je reçois beaucoup d'échos de femmes qui n'ont pas eu une minute à elles pendant tout ce confinement, à part le soir pour dormir. Donc, quand on a le bonheur d'avoir du temps à soi, eh bien, que fait-on? Est-ce qu'on s'échappe pour éviter de se regarder, de regarder à l'intérieur de soi? Et parfois, voilà, moi, les mots de Charles Julier m'ont beaucoup aidé ils m'ont toujours beaucoup aidé dans ma vie à des périodes différentes. Charles Julier, donc, comme je vous le disais, c'est un homme de chevet. Je vous engage à lire ses textes. Vraiment, c'est un homme d'une très grande lucidité, d'une grande profondeur, d'une grande intégrité. Et c'est un homme qui sait à la fois ce qu'est la joie et la souffrance. Ainsi, et je vois que, je ne sais pas qui parle, mais quelqu'un évoque la poétique de l'espace de Bachelard. Et effectivement, je n'en ai pas parlé, mais Mona Chollet évoque énormément les textes de Bachelard, qui a été un philosophe qui a beaucoup pensé l'espace. Le philosophe des architectes. En tout cas, nous vous souhaitons une bonne fin de journée. Merci à tous et à très bientôt. Et merci Stéphanie encore. Merci Valérie. À bientôt. Au revoir. Merci à tous, à bientôt.